Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Karine Lallieu. Bonjour. Bonjour. Députée fédérale, échevine à la ville de Bruxelles. Alors aujourd'hui, il y a plus de 40 pays qui participent à la conférence internationale de soutien à l'opération She Decides. Une opération qui est lancée en fait au départ par les Pays-Bas, puis rejoint par bien d'autres pays, en réaction finalement au décret Trump qui veut couper les subsides à toute une série d'ONG qui défendent de près ou de loin le droit à l'avortement. Alors cette conférence aujourd'hui, qu'est-ce que vous en attendez ? Mais on attend une mobilisation de la part des pays, des ONG, mais aussi des simples citoyens. Parce que c'est une attaque directe aux femmes, aux droits des femmes, au libre choix à travers le monde entier. Puisque ce que Trump a décidé, c'est de ne plus financer les ONG qui font la planification familiale si elles informent sur aussi un droit à l'avortement ou si elles renseignent des cliniques où on peut avorter sans risque. Plus de 600 millions d'euros de moins pour ces ONG qui ont un rôle fondamental dans les pays du Sud, justement pour que la femme puisse s'émanciper, pour que la femme puisse faire un choix par rapport à sa santé reproductive. Et donc, il faut pallier à ces 600 millions. Il faut regretter cette décision indigne et honteuse d'un pays développé comme les États-Unis. Mais en même temps, maintenant, c'est à nous à prendre le relais pour que demain, les femmes puissent vivre librement et dans leurs droits et dans leurs choix à travers le monde. Alors, cette rencontre, elle est organisée par le ministre à la coopération, Alexander De Croo, en rapport avec les Pays-Bas, le Danemark, la Suède. C'est important que ce soit des officiels, des membres de gouvernement qui soient à la manœuvre là-dessus. Évidemment que c'est important. C'est important que ce gouvernement s'est mobilisé immédiatement. Les parlementaires sont aussi mobilisés. Nous avons fait une réunion hier au Parlement. C'est important que tous les parlements se saisissent de cette décision affreuse qui a été prise par Trump et mobilisent aussi ses propres gouvernements, ses propres associations et ses propres citoyens. Parce qu'il y a aussi du crowdfunding en disant on fait appel à toutes les bonnes volontés pour pallier à ces moins 600 millions d'euros. Parce qu'on sait que le développement des pays du Sud passe par les femmes, mais passe par la planification familiale également. Comment voulez-vous qu'une jeune fille qui serait à un mariage forcé dès 14 ans, qui aurait des enfants dès 15 ans, puisse avoir de l'instruction, puisse participer au développement économique, puisse éduquer correctement ses enfants? Ce n'est pas possible. Donc on sait que c'est un pôle de développement qui a été reconnu par les Nations Unies dans les objectifs 2030. Et donc nous voulons sauvegarder ce pôle de développement qui maintient aussi une certaine égalité entre les hommes et les femmes. Alors, réaction du CNCD 11-11-11 qui dit « La Belgique promet 10 millions d'euros ». Très bien, c'est chouette de lancer cette opération. Mais en même temps, les acteurs belges qui travaillent à la défense de ces droits ont subi des coupes budgétaires importantes ces dernières années. Et donc, il faut aussi pérenniser des moyens structurels ici en Belgique. Ah, c'est ce que nous revendiquons, évidemment. C'est ne pas d'avoir de coupes budgétaires dans la coopération au développement. C'est ce qu'a fait ce gouvernement en dehors des 10 millions très spécifiques qu'il libère aujourd'hui. Et bien évidemment, nous revendiquons qu'ici en Belgique, le droit à l'avortement soit une réalité. Et je rappelle qu'on a déposé une proposition pour dépénaliser l'avortement, c'est-à-dire le sortir du code pénal pour le rentrer dans le droit des patients. C'est anachronique que l'avortement soit encore un crime aujourd'hui si on ne respecte pas certaines conditions. Et il faut évidemment financer toutes les associations des communautés, des régions pour la planification familiale, pour les plannings familiaux, pour effectivement les droits sexuels et la santé reproductive, pour essayer d'avoir un accès plus libre à la contraception. Et on sait que, par exemple, la pilule du lendemain n'est pas gratuite chez nous. Donc il y a évidemment encore un chantier que nous devons faire, évidemment pour le Sud, mais aussi en Belgique. Oui, quand on voit dans les pays européens, il y a eu des mobilisations à certains endroits. Est-ce qu'on a l'impression que le droit à l'avortement, finalement, est plus remis en question aujourd'hui qu'il y a 10 ans ? Évidemment. Il y a 10 ans, le droit à l'avortement était un combat pour les femmes du Sud. Aujourd'hui, on voit en France les manifestations qu'il y a eu, on voit des attaques ici en Belgique avec la reconnaissance du fœtus sans vie, avec une loi MR qui a été votée il y a 3 semaines au Parlement
pour la reconnaissance d'un acte de naissance dès qu'on a une attestation de grossesse. Donc il y a des attaques directes au droit à l'avortement et donc il est temps qu'on continue à se mobiliser pour ce droit essentiel, ce libre choix pour l'ensemble des femmes. Alors, vous venez d'évoquer sur cette nouvelle loi, en quoi est-ce que la possibilité, c'est pas l'obligation, d'obtenir un acte de naissance pour un enfant, un fœtus né sans vie, en quoi est-ce que ça c'est dommageable pour le droit à l'avortement? Ce qui est dommageable, c'est que aujourd'hui, on sait que que les femmes peuvent avorter jusqu'à 12-14 semaines. Alors si demain vous reconnaissez un fœtus qui n'a aucune viabilité parce que la femme a fait malheureusement, et c'est un drame, une fausse couche, si vous lui donnez le nom de l'enfant, si vous lui donnez un acte de naissance, si on peut donner un prénom à ce fœtus qui est né sans vie et qui n'était pas viable, je parle bien de fœtus non viable, lorsque la femme a fait une fausse couche, eh bien, c'est une atteinte directe à l'avortement. Toutes les associations le reconnaissent et nous demandons à cette majorité, à ce gouvernement, d'abandonner cette proposition et ce projet de loi parce que nous comprenons qu'il faut soutenir ces femmes qui font des fausses couches. Pour les parents, c'est souvent important pour pouvoir faire le deuil, d'être reconnus parce qu'ils sont déjà projetés, ils ont déjà investi dans cet enfant à naître. Puis parfois, il y a un accident et la grossesse ne peut pas se terminer. Est-ce que là, on nie pas finalement pour eux le droit et le besoin de faire ce deuil? Pas du tout. D'abord, dans les maternités, dans nos hôpitaux, il y a effectivement un accompagnement psychosocial pour ces familles, pour ces mamans, pour ces papas. Bien évidemment, et nous voulons renforcer cet accompagnement. Mais il faut simplement dire que lorsque le fœtus est non viable, eh bien, il n'y a pas d'acte de naissance. Ça veut dire qu'on donne le nom d'enfant à un fœtus non viable. Ça veut dire que demain, lorsqu'une femme voudra avorter, on lui dira non, parce que effectivement, ce n'est pas un fœtus non viable que vous allez vous faire avorter, mais bien d'un enfant. Donc ici, c'est une atteinte directe vraiment à l'avortement et nous demandons d'arrêter de faire ça tout en reconnaissant les difficultés pour ces couples qui perdent un enfant en fausse couche. Mais donc, il faut un vrai accompagnement pour ces couples qui vivent ça comme un drame ou comme un échec. Oui, alors, même question finalement par rapport à cette autre loi adoptée en février qui permet de reconnaître la filiation dès le certificat de grossesse. Donc, un père, quand on est dans un couple pas marié, peut reconnaître l'enfant. Ici, si le père décède avant d'avoir reconnu ou si, par exemple, il délaisse la mère de l'enfant alors qu'elle est en grossesse, en pleine grossesse, est-ce que le fait de pouvoir justement autoriser cette reconnaissance de filiation dès le début, c'est quand même quelque chose qui peut soutenir la mère? Alors aujourd'hui, il est autorisé dès 6 mois. C'est-à-dire que vous pouvez le faire dès 6 mois. Il peut arriver plein de choses avant les 6 mois de grossesse. Il peut arriver plein de choses, mais encore une fois, il faut peser le pour et le contre entre effectivement des droits fondamentaux du libre choix d'une femme et à un moment donné une reconnaissance. Alors la majorité des administrations le faisaient à partir de 6 mois, mais il y avait parfois des administrations qui le faisaient plus tôt. Nous demandons de respecter les 6 mois et le MR a fait le choix inverse, c'est-à-dire dès la 3e semaine, il peut y avoir une reconnaissance en filiation à la commune. Ça veut dire à un moment donné aussi pour la femme qui peut-être, comme peut-être réfléchit par la suite, eh bien, elle aura des difficultés si elle veut se séparer de ce fœtus non encore reconnu. Donc nous pensons vraiment que là aussi c'est une atteinte. Ils auraient pu dire, OK, partout, dans toutes les administrations communales, c'est à 6 mois qu'un père non marié peut avoir une attestation de filiation. Et sinon, effectivement, il y a dans le Code civil énormément de choses pour que la femme et l'enfant puissent être reconnus à un moment donné par les pères, même s'il n'y a pas de mariage. Donc ici, au lieu de choisir 6 mois, ils ont choisi les 3 semaines, ce qui nous semble un très mauvais message que l'on fait et une pression sur la femme que l'on fait par rapport à son droit à l'avortement. Alors, on parle un peu des attentats. On approche de les commémorations du 22 mars. Le gouvernement, la semaine dernière, a présenté le futur statut de solidarité. En fait, ça associe un peu au statut de victime de guerre. Ça donne une série de droits. C'est finalement la réponse du gouvernement aux victimes qui disait « le gouvernement ne nous entend pas ». C'est une réponse, mais c'est une réponse en solo que nous regrettons. Pourquoi on le regrette? Parce qu'il y a une commission d'enquête qui s'est mise en place juste après les attentats, où tous les partis sont réunis et qui travaillent ensemble
ensemble au-dessus des partis pour essayer évidemment de répondre à ces attentats sur différentes thématiques. Les victimes, c'est une thématique, ils ont été entendus par cette commission d'enquête. Et ce que le gouvernement leur propose aujourd'hui, ça ne répond pas du tout à leurs besoins, ça ne répond pas à leurs attentes. Donc le gouvernement agit en solo sans entendre le Parlement qui a fait un travail sérieux. Et ce que nous voulions, nous, c'est qu'il y ait un statut comme en France. En France, malheureusement, ils ont un statut depuis très longtemps, les victimes d'attentats, parce qu'il y a beaucoup plus d'attentats en France qu'en Belgique, malheureusement. Et donc là, c'est un statut où il y a une solidarité, effectivement, mais qui est conforme au préjudice de la personne. La personne reçoit directement une somme d'argent. Son préjudice est totalement couvert. Tous les soins sont couverts. Tout le long des années, même si ça dure 10 ans, 15 ans, par exemple, des traumatismes psychologiques ou évidemment des traumatismes physiques graves où il faut la rééducation. Aujourd'hui, ce n'est pas ça que le gouvernement propose, c'est une somme déterminée qui ne tient pas compte du préjudice. Ce n'est pas un guichet unique, il y aura plein de paperasseries, plein de problèmes administratifs. Et donc, nous demandons au gouvernement de retirer son projet qui est en première lecture, pour laisser parler et travailler le Parlement, avoir une proposition de consensus, mais qui répond réellement aux besoins des victimes. Il faut savoir ce que les victimes veulent et répondre à leurs besoins et pas faire quelque chose de sui generis qui n'a jamais fait ses preuves ailleurs. Mais il y a un parcours au Parlement qui doit être fait. On ne peut pas amender ce projet pour que... Mais c'est difficile d'amender les projets du gouvernement, ça on le sait. On a une petite expérience par rapport à tous les projets qu'il dépose sur la table. Et encore une fois, pourquoi ne pas avoir laissé travailler le Parlement avec toute l'expertise qu'elle a eue, grâce à ces auditions, grâce aux experts qui sont venus et grâce aussi, pourquoi ne pas prendre aussi ce qui va bien dans un autre pays, comme la loi française. Mais ici, la commission attentat a prévenu, elle ne pourra pas finir ses travaux pour le 22 mars parce qu'il y avait beaucoup de matière, il faut du temps. Et d'un autre côté, on a ces victimes qui disent qu'il faut avancer maintenant, ça va trop lentement. Est-ce que là, on n'a pas une réponse intermédiaire? Mais pas intermédiaire parce qu'elle ne répond pas aux besoins des victimes. Les victimes se sont prononcées et elles disent que ce projet ne répond pas réellement à leurs besoins. Donc, peut-être avancer avec un groupe de travail ad hoc, on peut avancer très rapidement. La loi française est un exemple, moi je la connais bien, c'est un exemple pour les victimes. Il faut répondre aux victimes. Il ne faut pas répondre à une précipitation d'un gouvernement qui n'a rien fait pendant un an, qui n'a pas reçu les victimes et elles s'en sont plaintes et elles ont eu raison de se plaindre. Ce n'est pas la précipitation qui va répondre aux besoins. Mais je crois qu'une proposition de loi peut aller très vite au Parlement et que des exemples existent, notamment en France. On peut la rédiger très vite et arrêtons que le gouvernement, pour dire qu'il fait quelque chose, se précipite sans réellement répondre aux besoins. Très bien, mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle interview.